Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Le protocole Zigbee est devenu un standard de communication domotique bien ancré dans la pratique de la domotique en 2024. Et pour cause, c'est même devenu une référence puisque dans les différentes discussions que je peux avoir avec les lecteurs de Domoblog, c'est plus généralement le Zigbee qui est mis en avant dans les différentes demandes. Il y a plusieurs raisons pour expliquer ce succès, notamment face au Wi-Fi qui est le protocole sans fil très utilisé au sein de la maison connectée et présent chez tout le monde, mais le Zigbee remporte quand même un franc succès et pour cause, il possède de sérieux atouts face au Wi-Fi. C'est un fait, si le Wi-Fi est simple, rapide, pratique pour démarrer à automatiser les objets entre eux dans la maison, puisque nativement déjà en place via la box internet, c'est un protocole qui couvre déjà toute la maison et donc il est facile de simplement ajouter un périphérique, l'utiliser avec bien souvent un assistant connecté de type Alexa ou Google qui est lui aussi déjà présent dans la maison. Donc nous avons avec le Wi-Fi un côté pratique pour mettre le pied à l'étrier sans devoir dépenser et permettre de démarrer les automatisations dans la maison connectée. Mais quand il s'agit de passer aux choses sérieuses après avoir effectué différents tests et s'être fait la main et avoir découvert le potentiel des automatisations que peut offrir la maison connectée et plus particulièrement la domotique, on vient vite à se tourner vers une véritable solution domotique et donc abandonner le protocole Wi-Fi pour partir vers quelque chose de plus concret et de plus solide, et on fait très souvent référence au Zigbee face à d'autres protocoles domotiques peut-être un peu moins connus mais tout aussi efficaces. Pourtant, le Zigbee remporte ce franc succès. Tout ça est lié à ces nombreux avantages que nous allons détailler dans ce podcast. Revenons rapidement sur le Wi-Fi. En effet, pour mettre le pied à l'étrier, c'est très souvent le couple périphérique Wi-Fi et enceinte intelligente qui est utilisé. Tout cela forcément s'articule autour de la connectivité Wi-Fi qui est déjà présente à la maison. Comme je le disais juste avant, c'est un gain en argent puisque vous avez déjà le protocole qui est en place à la maison. Vous possédez probablement déjà une enceinte intelligente de type Google ou Amazon et vous n'avez qu'à vous rendre en grande surface maintenant même pour acheter actionneurs, capteurs, le tout en Wi-Fi. Vous en trouvez dans toutes les grandes surfaces maintenant, vous en trouvez même chez Action, le discounter, vous en trouvez chez Lidl, bref, tout le monde peut s'essayer à la domotique, entre guillemets, avec un capteur Wi-Fi et commencer à automatiser une prise, une lumière sur détection de présence, sur ouverture d'une porte et vite se prendre au jeu et vouloir passer au step supérieur. Et quand on veut passer au step supérieur, on doit effectivement réfléchir à l'abandon du Wi-Fi pour se tourner vers un véritable protocole de communication robuste et dédié à la domotique. Et c'est là qu'on se met à parler du Zigbee. Dans la plupart des cas, quand vous commencez à toucher à ces capteurs et à les associer avec Amazon et que vous jouez un petit peu avec l'application et les automatisations, que ce soit sur un Amazon Echo ou sur un Google Home, Google Nest, peu importe, c'est très similaire sur les deux systèmes. Je ne parle pas volontairement de Apple Home et de HomeKit puisque on est encore dans un écosystème un petit peu particulier qui est vraiment plus fermé et dédié à une communauté restreinte d'utilisateurs puisque c'est lié uniquement aux utilisateurs de périphériques Apple. Donc je fais abstraction de ceci, mais il y a effectivement aussi ce cas pour les gens qui fonctionnent beaucoup avec des appareils Apple. Mais si nous prenons le cas plus général qui touche le plus grand nombre, c'est les enceintes intelligentes Google Home, Google Nest, que ce soit la version écran ou la version haut-parleur ou les versions équivalentes chez Amazon, Echo Alexa, donc avec Echo Show ou Echo, le simple Echo qui est décliné en de multiples versions via ces moteurs et une simple application smartphone, le tout s'appuyant sur le Wi-Fi, on va pouvoir accoupler des capteurs et des actionneurs et les faire actionner des lumières qui seraient sur un service connecté dans le cloud ou d'autres services. C'est très très riche pour démarrer bien sûr et ça vous donne l'opportunité de mettre le pied à l'étrier et de démarrer à commencer à découvrir les bénéfices des automatisations dans la maison. Inconvénient de ces systèmes, c'est que vous allez être très rapidement
frustré puisque vous allez avoir envie d'aller un peu plus loin, de rendre les automatisations un peu plus intelligentes, un peu plus complètes, un peu plus complexes. Et là, eh bien, vous ne pourrez pas puisque le moteur d'automatisation, bien qu'ayant évolué avec le temps sur ces applications, reste quand même très très restreint par rapport à ce que l'on trouve dans un moteur de scénarisation ou d'automatisation dans un véritable système domotique s'appuyant sur un véritable protocole domotique. Alors, vous allez me dire que le Zigbee est aussi disponible sur certaines références Amazon ou Google. C'est vrai, mais bien que vous utiliserez un lien entre votre contrôleur, donc l'enceinte intelligente, et votre périphérique, le capteur, l'actionneur, bref, vous allez quand même être restreint au niveau de la puissance de frappe des automatisations et des scénarios, puisque les limitations seront exactement les mêmes. Vous n'allez pas pouvoir aller dans des scénarios complexes avec des automatisations Google ou Amazon. Vous serez obligatoirement obligé d'envisager une scénarisation via un moteur, un véritable moteur de scénario ou d'automatisation. Il y a différentes appellations, mais on fait référence au même système derrière. C'est le moteur qui va, avec l'intelligence du système et les différentes données des capteurs, orchestrer le tout suivant ce que vous voulez faire. Et puis, il y a un autre point à ne pas négliger, c'est que le Wi-Fi permet d'automatiser des objets dans la maison connectée, mais le Wi-Fi n'est pas uniquement destiné à cela. Le Wi-Fi permet aussi à votre ordinateur de se connecter à Internet, de télécharger, de travailler, permet à votre télé d'aller récupérer des films sur les différentes plateformes de streaming ou simplement regarder du live, bref, utiliser la bande passante Wi-Fi pour du contenu multimédia. Vous avez également de nombreux autres appareils dans la maison qui sont connectés au réseau Wi-Fi et donc vous n'avez pas un réseau dédié à l'automatisation de votre maison. Par conséquent, vous pouvez très facilement avoir une saturation du réseau et des trames qui vont mettre du temps à arriver et vous allez avoir des latences sur l'activation d'une lumière. Quand vous appuyez sur un interrupteur, l'ampoule va peut-être mettre 1, 2, peut-être quelques secondes à s'allumer. Vous allez peut-être avoir des congestions réseau. Ce qu'on appelle des congestions réseau, c'est schématiquement, vous avez un tuyau qui représente la bande passante de votre Wi-Fi et vous avez plein d'appareils qui veulent passer par ce même tuyau. Les demandes de tous ces appareils mises bout à bout sont plus grosses que le tuyau, donc vous avez une sorte d'encombrement sur la bande passante Wi-Fi et comme vous partez en vacances l'été, il y a des bouchons et donc on ralentit le trafic et donc on a des latences visuellement sur les actions. On peut avoir des pertes de paquets, on peut avoir des time-out, on peut avoir du coup des actions qui n'aboutissent pas. Bref, ce n'est absolument pas ce que l'on veut dans une logique d'automatisation de la maison, mais on veut avoir l'assurance que les demandes et les actions vont être effectuées et même nous reporter un retour d'état, ce qui n'est pas toujours possible avec le Wi-Fi, mais qu'on peut avoir avec du Zigbee. Vous l'aurez compris, opter pour un protocole dédié à la domotique est donc très important. Si on peut continuer à s'appuyer sur le Wi-Fi pour certains services, il est fortement recommandé pour le cœur de la maison et notamment tout ce qui s'articule du côté des ouvertures, de la sécurité, des automatisations clés de la maison. Il faut opter pour des modules Zigbee qui vont travailler sur une bande passante et un réseau dédié à cela et donc éviter tous ces phénomènes de congestion. Le premier avantage du Zigbee, on vient de l'aborder, c'est d'avoir un protocole dédié et donc un réseau de communication uniquement dédié à la domotique. On s'affranchit par conséquent de toutes les perturbations par d'autres appareils qui utiliseraient le même réseau et pourraient perturber un petit peu l'orchestration de tous vos appareils. Il y a bien d'autres avantages, c'est que le Zigbee repose sur un réseau que l'on appelle un réseau maillé. Dans le réseau Zigbee, vous avez 3 catégories de périphériques. La première catégorie est le contrôleur. Le contrôleur va être le serveur, en fait, le dongle, la clé USB avec l'antenne, celle qui va vous permettre d'apporter du Zigbee à votre système. C'est le contrôleur. C'est l'intelligence, c'est le serveur de votre réseau, c'est lui qui va gérer tout le réseau. Ensuite, vous avez 2 autres catégories au sein des périphériques. Vous avez le périphérique de terminaison qui est le plus souvent les capteurs de température, d'ouverture, les différentes sondes, en fait tout ce qui va être alimenté par pile va être considéré comme un point de terminaison, c'est-à-dire
un capteur qui se trouve généralement en bout de chaîne. Et puis vous avez toute une autre catégorie de capteurs réellement très intéressante, qui sont les routeurs. Rentrent dans cette catégorie tous les modules qui sont alimentés sur le secteur et qui donc n'ont pas besoin de travailler sur une certaine économie de l'énergie et donc peuvent avoir un rôle supplémentaire au sein du réseau Zigbee, et ce rôle est un rôle de routage et un rôle vraiment très très important. On retrouve dans cette catégorie les micromodules, les ampoules, les prises connectées, en fait tout ce qui va être alimenté sur le secteur et qui fonctionne en Zigbee fait très souvent ce rôle de routage. Le routage va permettre à ce module de faire une sorte de rebond pour les périphériques de terminaison, ceux qui sont alimentés par pile et qui sont plus loin. Par conséquent, plus vous aurez de routeurs dans votre réseau Zigbee, plus vous aurez un maillage, une sorte de toile d'araignée complexe, mais aussi efficace, puisque chaque point de routage va offrir une route, un passage pour un périphérique de terminaison. Autrement dit, plus vous répartissez de modules de routeurs dans votre maison, plus votre réseau va s'étendre et va se dynamiser et devenir plus performant. Plus performant sur la portée, puisque votre coordinateur va avoir une portée de départ, mais qui va être amplifiée par les nœuds de routage. Plus vous allez imbriquer de périphériques avec la fonctionnalité routeur entre votre contrôleur et votre sonde, même si celle-ci est beaucoup plus loin que la distance préconisée par le constructeur, vous allez vous rendre compte que même en doublant cette distance, si vous avez un nombre suffisant de routeurs entre les deux équipements, vous allez pouvoir continuer à les faire fonctionner. Autre avantage du module de routage, c'est qu'il offre donc une route différente. Vous avez donc un réseau en étoile qui permet aux périphériques de terminaison de toujours arriver à trouver une route pour délivrer son message. Et donc, par conséquent, vous fiabilisez votre réseau et vous avez l'assurance que le module va déjà toujours recevoir l'ordre du contrôleur, peu importe si la route vient d'être rompue parce qu'un module entre les deux vient d'être défaillant, les deux modules vont pouvoir réévaluer une nouvelle route connaissant la topologie du réseau et va pouvoir dire, eh bien, au lieu de passer par là, lui ne répond plus, tu passes par ce module-là et le message va toujours arriver à destination. Et s'il arrive à destination, il va toujours revenir. Et là aussi, il va pouvoir emprunter une route différente s'il y a quelques problèmes sur sa route initiale. C'est un véritable avantage que ne propose pas le Wi-Fi par exemple, mais que proposent d'autres protocoles. Le Z-Wave par exemple est très très similaire au Zigbee. On va préférer le Zigbee pour un autre avantage, c'est que les périphériques sont extrêmement accessibles par rapport aux périphériques Z-Wave. Le Z-Wave est un protocole domotique très très performant qui a exactement les mêmes caractéristiques que le Zigbee, mais les modules sont extrêmement chers et par conséquent on va préférer le Zigbee qui du coup a été adopté par beaucoup plus de marques et donc on a encore plus de choix dans la gamme. Donc au final, voilà pourquoi le Zigbee s'est imposé ces dernières années, bien que, avant cela, c'était le Z-Wave qui était le protocole roi en domotique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, malheureusement. Bien que le Z-Wave existe toujours, c'est le Zigbee qui a la couronne de protocoles privilégiés par les nombreux utilisateurs de domotique, puisque, avec les nombreux avantages du Z-Wave, on retrouve des périphériques qui sont parfois 2, 3, 4 fois moins chers que le périphérique qui fait exactement la même chose en Z-Wave. On a également une notion de sécurisation des trames sur ce protocole. On a aussi un protocole qui est économe en énergie, donc on va avoir des modules alimentés par pile qui vont avoir des autonomies qui peuvent dépasser l'année très facilement. Donc c'est tout un tas de petites choses qui font que ce protocole, avec le temps, a fini par gagner le cœur des utilisateurs, aussi bien sur ses avantages et ses performances que sur le nombre de périphériques disponibles sur le marché et les tarifs toujours plus attractifs. D'ailleurs, pour la petite histoire, à l'époque où le Zigbee était encore que très très peu connu et très peu utilisé par la plupart des fabricants, un fabricant en particulier a misé sur ce protocole qui était encore inconnu de tous, c'est Philips Hue.
Et je vous laisse constater aujourd'hui, voir le monopole que Philips a sur la maison connectée avec son écosystème de lumière. Et bien tout ça, c'est grâce au succès du Zigbee qui a largement favorisé à promouvoir ce succès et à faire que l'écosystème Philips Hue aujourd'hui est ce qu'il est et qui domine le marché. Tout cela, parce que Philips avait probablement misé sur le bon protocole à l'époque qui était le Zigbee. Maintenant, mettre en place le Zigbee à la maison, il va falloir choisir une solution domotique. On ne va pas revenir sur ce point, on a déjà évoqué différentes solutions dans les précédents épisodes, notamment je vous recommande Home Assistant qui est probablement la solution la plus en vogue et la plus intéressante aujourd'hui, qui supporte très très bien le Zigbee et qui va même y supporter deux intégrations les plus intéressantes du moment qui sont ZHA, donc Zigbee Home Assistant, l'intégration Zigbee officielle de Home Assistant. Donc vous allez avoir besoin d'un dongle, donc un coordinateur, un contrôleur qui va se connecter sur un port USB de la box, et ensuite la partie logicielle va être assurée par ZHA. L'autre solution logicielle pour gérer le Zigbee, c'est Zigbee to MQTT. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que depuis des années j'ai misé sur cette solution plutôt que ZHA. Elle a également de nombreux avantages, on pourra peut-être y revenir sur un épisode dédié, notamment le fait de pouvoir déporter la solution, la décorréler du système domotique et la lier avec MQTT. En gros, Zigbee to MQTT peut être installé sur un Raspberry ou une machine virtuelle ou tout autre système qui permet d'installer la domotique. On y installe la solution Zigbee to MQTT très légère et ensuite on va y connecter le contrôleur. On va par l'intermédiaire de ce service le lier à MQTT et puis quand on va associer des périphériques, ils vont s'associer avec Zigbee to MQTT et Zigbee to MQTT va reporter l'état et les différentes actions dans MQTT. On va ensuite pouvoir connecter un ou plusieurs systèmes domotiques à MQTT pour récupérer les données des périphériques, des capteurs et les exploiter, mais également pouvoir envoyer des actions sur ces capteurs via MQTT. L'avantage, c'est que si vous changez de système domotique, vous êtes aujourd'hui sur une solution, par exemple JDOM, et vous voulez passer sur Home Assistant, vous n'avez qu'à migrer le lien de MQTT en fait sur la nouvelle solution et tous vos périphériques vont suivre. Vous n'avez pas à les réintégrer puisque vous gérez votre Zigbee par une solution annexe. C'est un des gros avantages de Zigbee to MQTT avec d'autres avantages. Je pense qu'on reviendra dessus dans un prochain épisode si vous voulez. Moi je mise sur Zigbee to MQTT mais ZHA marche très bien et il y a d'autres intégrations sur JDOM qui sont très bien aussi pour le Zigbee. Il va falloir ensuite choisir le bon coordinateur, le bon dongle USB qui va vous permettre de gérer le Zigbee sur votre système. Il existe plusieurs coordinateurs aujourd'hui. Nous avons deux versions de coordinateurs chez Sonoff par exemple, qui sont probablement les plus connus et les plus utilisés, mais nous avons également SkyConnect. Quand on parle de Home Assistant, on parle aussi de SkyConnect. Enfin, on a un autre module très intéressant qui est un contrôleur Zigbee qui est pilotable via le réseau et donc n'a plus cette dépendance au port USB. C'est le SM-Lite SLZB-06 que j'ai testé récemment et que vous avez été nombreux à me poser beaucoup de questions dessus et je peux vous confirmer que je l'utilise maintenant en production. J'ai migré toute mon installation sur ce contrôleur. Je vous explique d'ailleurs comment faire la migration simplement sans perdre vos périphériques et c'est véritablement pour moi la meilleure solution. Mais encore une fois, le SM-Lite est disponible suivant deux puces puisque nous avons une problématique qui n'est pas vraiment une problématique, mais aujourd'hui nous avons en Zigbee deux puces très intéressantes mais qui sont sur deux architectures différentes. Il convient donc de faire le bon choix dès le départ et c'est un choix plutôt compliqué à faire actuellement si vous démarrez et vous avez été nombreux à me poser la question. Vous avez le système un peu historique et qui est éprouvé, fiable et qui marche super bien, qui est basé sur une puce CC2652P. C'est ce qu'on retrouve sur le dongle Sonoff de première génération ou sur le SM-Lite SLZB-06 à base de ce SoC, de ce CC2652P. Mais nous avons également une nouvelle génération qui est basée sur un SoC EFR32M G21. C'est la même puce que l'on va retrouver dans SkyConnect et c'est la même puce que l'on va retrouver dans la génération E du dongle Sonoff. Malheureusement, cette génération a bien des avantages mais est encore peu mature et
pas encore assez stable, notamment avec Zigbee to MQTT. Nous avons des problèmes de stabilité, bien que on l'a raconté dernièrement dans les actualités qu'il y a un nouveau pilote qui est en cours de test, mais encore en version bêta, et donc c'est difficile de partir vers cette solution pour la mettre en production, sachant qu'elle est encore instable. Mais elle a des avantages, c'est qu'elle est compatible avec Thread, et donc elle va pouvoir supporter Matter un peu plus tard. Donc, choix difficile, j'ai tendance à dire que si vous avez aujourd'hui un dongle Sonoff qui marche très bien sous le SOC CC2652P, qui est le SOC éprouvé et fiable et très endurant, qui marche très très bien, vous pouvez facilement opter pour un SM-Lite SLZB-06 sur la même puce et migrer vos périphériques. Comme je vous l'explique dans le guide que je vous mets dans les notes du podcast, vous pouvez effectuer la migration du dongle Sonoff USB vers le nouveau contrôleur en réseau PoE SM-Lite sans perdre vos périphériques. Donc c'est un gros avantage. Après, si vous envisagez peut-être d'utiliser des périphériques Matter un peu plus tard, il est vrai que, et si vous démarrez surtout, il est vrai qu'il peut être intéressant d'opter pour la seconde puce, alors soit un SkyConnect, soit le nouveau dongle Sonoff, soit la version de SM-Lite avec le EFR32M G21. Mais attention, puisque la stabilité n'est pas encore au rendez-vous, et donc j'ai des difficultés à recommander ce type de module pour passer en production où vous allez avoir quelques frustrations et être quelque peu restreint. C'est donc un choix à faire, difficile. Moi je vous donne mon avis, maintenant à vous de vous faire votre propre avis là-dessus et de tester les deux si vous voulez. Les deux sont bons. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai tendance à vous conseiller la version historique qui est, elle, fiable, éprouvée et totalement supportée et sans problème. Cette parenthèse faite sur le module PoE que je vous invite à découvrir, qui est vraiment génial. Revenons sur les modules plus traditionnels, les modules coordinateurs USB. Et là, on va avoir une petite bonne pratique que tout le monde ne connaît pas, c'est que ce module, alors qu'il soit sur un mini PC, un NUC ou un Raspberry ou un CADAS VIM, comme on a pu voir aussi sur le blog, pour supporter votre système domotique, quand vous allez y apporter le Zigbee, vous allez y connecter donc une petite clé USB, le contrôleur, sur un port USB. Malheureusement, ce contrôleur va être très proche de l'électronique du mini PC ou du Raspberry et va être sujet à des perturbations. Une des bonnes pratiques, et c'est d'ailleurs ce que propose SkyConnect dans la boîte de son dongle, je pense que c'est le seul fabricant qui le propose, c'est une petite extension, une petite rallonge USB pour permettre de déporter le dongle de l'électronique du Raspberry ou du mini PC et donc de l'écarter des interférences pour une meilleure qualité de votre réseau. Vous avez peut-être déjà eu le cas et vous avez peut-être des fois des modules qui sont très difficiles à intégrer au réseau. Pourtant, des modules qui sont pas plus complexes que d'autres, mais qui sont, comme on dit, durs de la feuille. Eh bien, faites le test la prochaine fois que vous avez ça. Vous débranchez votre dongle, vous mettez une rallonge USB et vous refaites le test. Et vous allez voir que le module va s'intégrer beaucoup plus facilement. Tout ça est lié aux perturbations, liées aux trames d'association qui sont perturbées par les différentes interférences et empêchent le réseau Zigbee de fonctionner de façon optimale. Donc c'est une première bonne pratique, utiliser des contrôleurs USB avec des câbles d'extension USB. Attention, il y a plusieurs sortes de câbles. Déjà, n'optez pas pour des câbles trop longs, puisque le signal USB a aussi tendance à se désynchroniser si le câble a trop de longueur. Bon, ça intervient sur des grandes distances, mais pour ce type d'utilisation, un câble de 20-30 cm est amplement suffisant. Vous avez aussi des câbles qui sont blindés, c'est aussi à préférer et ça va aussi améliorer la qualité du signal et tous les échanges entre le contrôleur et surtout empêcher les interférences proches de ce contrôleur. Autre bonne pratique, aujourd'hui les périphériques, que ce soit Raspberry, CADAS ou mini PC, on a beaucoup d'USB 3, ou même si vous faites du Proxmox et de la virtualisation, attention, optez plutôt pour la connexion de ce contrôleur USB sur un port USB 2 et non USB 3. Là aussi l'USB 3 plus rapide, mais on n'a pas besoin de vitesse folle, on n'est pas sur des vitesses de transfert comme des fichiers. Le contrôleur a ses limitations en termes de vitesse d'échange, donc l'USB 2.0 est largement suffisant et même optimal et même conseillé plutôt que l'USB 3 qui lui va générer d'autres perturbations. Donc attention, toujours brancher votre contrôleur
avec une rallonge et donc sur un port USB 2. Dernier point de bonne pratique, en tout cas essayez de faire autant que possible, c'est centraliser le contrôleur. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien souvent vous avez votre centrale domotique, votre box domotique, donc avec votre dongle Zigbee qui est dans un local, alors soit dans un local technique, soit dans le bureau, soit dans le garage, dans une baie de brassage des fois même. Et là vous avez ce phénomène de cage de Faraday de la baie, et vous avez surtout le phénomène de l'excentrage. Votre garage ou votre local technique est bien souvent excentré et pas au centre de la maison. Et par conséquent, eh bien, vous allez avoir plus de difficultés à propager le réseau Zigbee dans la maison. Une autre bonne pratique qui est conseillé et que j'adopte chez moi et qui est vraiment très efficace, c'est d'essayer de centraliser au maximum le contrôleur. Et c'est là où le SM Lite SLZB-06 est intéressant, puisque n'étant pas dépendant à un port USB, il n'a pas de limitation en termes de longueur de port USB, de rallonge USB, et donc vous n'allez pas pouvoir mettre une rallonge de 5 mètres entre votre contrôleur et votre box domotique pour le déporter. Vous allez devoir opter pour une rallonge de distance plus petite, et donc la difficulté d'aller jusqu'au centre de la maison est réelle, alors que en optant pour le contrôleur alimenté sur Ethernet et donc via un port PoE, d'une part vous facilitez le placement de ce dongle avec une simple prise. Soit vous avez des prises Ethernet chez vous, soit vous en tirez une dans un plafond avec un grand câble réseau qui vient jusqu'à votre switch, et votre contrôleur est au centre de la maison, caché dans un mur ou dans un plafond. Le placo n'étant pas un grand frein à la propagation du signal Zigbee, c'est tout à fait envisageable. Moi c'est ce que je fais, il est dans un faux plafond et il n'y a aucun problème, et surtout il est au centre de la maison. Et donc, eh bien, si vous avez des routeurs correctement répartis dans la maison et que votre contrôleur est au centre de tous ces routeurs, vous avez un maillage optimal, et donc vous avez une qualité de réseau Zigbee vraiment phénoménale. Voilà pourquoi il est bon d'opter pour ce contrôleur qui est en réseau et qui a bien d'autres avantages, mais surtout cet avantage de pouvoir être facilement déporté au centre de la maison et apporter une qualité de réseau parfaite. Autre point, mais là on en a longuement parlé, c'est les routeurs. Et donc forcément, si vous arrivez à positionner, mais même si c'est pas possible, si vous arrivez à positionner votre contrôleur au centre de la maison, eh bien il va falloir pas mal de routeurs pour créer un maillage performant. Si ce n'est pas possible, que c'est excentré dans un garage ou un local technique, il va falloir user autant voire plus de routeurs pour permettre un maillage plus ou moins cohérent pour les périphériques qui seraient à l'autre extrémité de la maison et qui auraient besoin de contacter le contrôleur. Donc l'autre bonne pratique est d'user d'un maximum de périphériques avec ce rôle de routage pour disposer d'un maillage performant et d'un réseau très maillé, et donc offrant plusieurs routes à vos périphériques. En résumé, le Zigbee est génial, le Zigbee a plein d'avantages, mais le Zigbee a quelques bonnes pratiques à respecter pour profiter pleinement de tous ces avantages. Donc pour résumer, essayez de positionner votre module Zigbee au centre de la maison. Si c'est possible, optez pour le contrôleur réseau. Si vous êtes déjà sur un module USB avec une puce CC 2652, c'est très facile de migrer vers ce nouveau contrôleur en Ethernet. Je vous mets le guide dans les notes du podcast. Si ce n'est pas le cas et que vous préférez continuer à utiliser un module USB, eh bien, appliquez les quelques conseils que je vous donne avec la petite rallonge blindée qui va bien. Vérifiez que ce contrôleur n'est pas sur un port USB 3, et si c'est le cas, basculez-le sur un port USB 2 avec une rallonge. La qualité du réseau et du fonctionnement de votre Zigbee n'en sera qu'améliorée. Enfin, concernant la solution logicielle pour gérer tout ce petit monde, eh bien vous avez différents choix. Une fois que vous avez déjà opté pour le bon protocole et que vous appliquez les quelques bonnes pratiques que je vous donne juste avant, peu importe que vous utilisiez JDOM, Domotix, Home ou Home Assistant, vous avez déjà les bonnes pratiques et le bon réseau domotique. Ensuite, eh bien, moi, je vous conseillerais de vous orienter vers Zigbee to MQTT pour avoir quelque chose de souple et qui va
soit déjà très, très fiable, très à jour, qui supporte les périphériques. Je pense que c'est le système qui supporte le plus de périphériques et le plus rapidement après leur sortie. Les mises à jour, ils sont régulières, le système est très très fiable. Et puis voilà, je pense que vous avez ici les quelques bonnes pratiques, les quelques bonnes informations maintenant sur le protocole Zigbee. Et vous n'avez plus qu'à vous lancer, abandonner ce réseau Wi-Fi pour un véritable protocole domotique avec le Zigbee et vous amuser tout simplement en générant des automatisations et des scénarios très complexes et très riches. Vous verrez que sur JDOM ou sur Home Assistant, il est possible d'aller très très loin dans les automatisations. On passe dans un autre monde quand on lâche l'automatisation de l'application smartphone Amazon ou Google et qu'on arrive sur la page du moteur d'automatisation de Home Assistant ou de scénario de JDOM. On est véritablement dans le monde de la domotique, et si en plus vous utilisez des périphériques qui travaillent sur le réseau Zigbee, vous êtes à la pointe de la domotique, vous avez tous les bons outils pour réussir votre aventure domotique. Donc à vous de jouer les amis, amusez-vous, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao.